économique et de l'austérité que vous avez longtemps dénoncée. Est-ce que l'austérité en Europe, ça ne finit pas par marcher? Alors je sais que vous allez bondir, mais si on regarde l'Espagne, la croissance... Vous savez, je suis capable de vous écouter sans bondir, et vous aussi sans doute. Absolument. L'Espagne, la croissance positive à 0,7 en 2014, l'Irlande, la Grande-Bretagne et même la Grèce qui va retrouver une croissance positive après 5 ans. Est-ce que vous dites, dans le fond, l'austérité, c'était pas pire que ça? Bien sûr, c'est ce que je me prépare à dire. Bon, naturellement, non. D'ailleurs, cette croissance n'aura pas lieu. Ce sont des prévisions qui s'ajoutent à d'autres qui ont été faites auparavant. Il est impossible qu'il y ait une croissance. Bon, 0,1, 0,2, 0,3, ce n'est pas de la croissance, ce sont des spasmes autour du néant. Hein. Et nous, Français, pour qu'il y ait une reprise de l'emploi, il faut arriver à 1,8% de croissance. Alors, déjà, sauf quand il y a des emplois aidés ou... Voilà. Je vous l'accorde, mais il y a un mieux. Ça frémit. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il n'y a rien qui frémit. Les choses vont. Il n'y a rien aujourd'hui. Il n'y a pas de début de commencement. Mais non, mais non. C'est impossible pour une raison que tout le monde va comprendre. D'abord, je ne veux pas laisser passer cette séquence sans vous dire que parler de croissance, c'est vraiment l'archaïsme à plein nez. Il faudrait parler de relance de l'activité. Parce que continuer à dire on va produire n'importe quoi, n'importe comment, on s'en occupe pas, au moment où vous avez un rapport qui atteste le fait que le changement climatique est en cours, que nous allons au-devant d'une catastrophe pour l'humanité tout entière, c'est le signe suprême de l'irresponsabilité des élites au pouvoir. Comment peut-on relancer l'activité? Voilà la question qui est posée. Et laquelle? Il faudrait donc relancer l'activité par les secteurs qui sont nécessaires au développement de l'humanité, c'est-à-dire bifurquer le modèle de production, abandonner le nucléaire et passer à autre chose, etc. Ça crée de l'activité positive et écologiquement responsable. Là, on fait le contraire. Bon, c'est-à-dire qu'on est prêt à faire n'importe quoi et on vient vous dire tous les 5 minutes, c'est pour l'emploi, c'est pour l'emploi, c'est pour l'emploi. Maintenant, regardons pourquoi il est impossible qu'il y ait une reprise. Je mets de côté la situation nord-américaine qui est une menace permanente sur l'économie du monde. Je la mets de côté. Je ne regarde que l'Europe. Partout, ce sont des budgets d'austérité qui sont en œuvre. Comment voulez-vous alors que tous les échanges qui se font à l'intérieur de l'Europe, si c'est l'austérité partout, il y a de la croissance quelque part. Cela n'est pas possible. Et notamment, vous verrez que les Allemands vont être bientôt les premiers frappés. En ouvrant les frontières, en négociant par exemple avec les Américains le futur grand marché unique. Vous dites qu'il n'y a plus de croissance aujourd'hui. Si on allait la chercher avec les États-Unis, c'est pas une bonne solution? Non, c'est la pire de tout. Pourquoi les États-Unis sont le plus grand danger? Alors, il y a plein de raisons. D'abord, structurellement, c'est une économie déclinante sur le plan industriel et sur le plan intellectuel. C'est une économie qui vit en parasitant le monde. D'une part, en parasitant par le transfert des cerveaux chez elle, et deuxièmement, en émettant à raison de 85 milliards de dollars par mois de l'argent qui n'existe pas, qui est mis en circulation. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est partagé par n'importe quelle grande puissance? Pardon? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est partagé par toutes les grandes puissances? Non, seuls les États-Unis, d'ailleurs, ils disent le dollar est notre monnaie, c'est votre problème. Bon, ils en ont émis des quantités absolument astronomiques qui n'ont aucune contrepartie de valeur réelle. Pardon, c'est un peu technique de parler de tout ça comme ça, mais tout le monde a tellement peur dans le monde que les gens sont à la fois avec des paquets de dollars dans les mains, mais qui vous brûlent les doigts. Et ainsi, les Chinois, tout doucement, essayent de les refiler à d'autres et d'internationaliser leur monnaie, ce qui précipitera la catastrophe. Mais je la mets de côté parce qu'elle nécessiterait des explications techniques. Mais je veux dire solennellement, le plus grand danger du monde est là. Deuxièmement, si nous ouvrons les frontières entre les États-Unis et l'Europe, je vous signale qu'à l'instant, nous venons de faire toutes sortes de pleurnicheries sur l'immigration, mais là, nous avons trouvé une très bonne idée. Allons-y, ouvrons tout grand les frontières. Que va-t-il se passer? Ce sera le nivellement par le bas, c'est-à-dire que c'est la norme la moins exigeante qui s'appliquera des deux côtés de l'Atlantique. Parce que l'Europe n'est pas capable de négocier pied à pied avec les États-Unis. On va se faire manger à la fin. Non, mais parce qu'elle ne le veut pas. Pourquoi elle ne le veut pas? Je vais vous donner un exemple. Lorsque nous avons commencé, nous les Français, à dire « Ah bah attendez, il y a l'exception culturelle. Oui. Nous voulons qu'il y ait les... » Bon, vous connaissez cette histoire. Soit exclu du champ des négociations. Bien. Oui. Mais dans le mandat de négociation de l'Union européenne, il n'y a pas l'exception culturelle. Il y a une phrase avec 3 conditionnels et 2 négations. À la sortie, vous ne savez pas ce qui sera négocié. De la même manière, vous avez en Europe des gens qui sont intéressés, notamment les Allemands, à une jonction avec l'économie nord-américaine et qui se fichent des autres aspects qui ne les concernent pas eux. Les Allemands ont un point de vue strictement allemand. Ils n'ont jamais un point de vue européen dans la négociation internationale. Enfin, quand je vous donne l'exemple du nivellement par le bas, on prend toujours le même exemple, et je le trouve savoureux, si j'ose dire. C'est l'exemple des poulets lavés au chlore. Bon, eux lavent les poulets avec du chlore, pas nous en Europe.
Alors le commissaire dit, alors nous, on ne quand même pas accepter une chose pareille. Il dit, mais c'est pas grave, on le mettra sur l'étiquette. Donc vous aurez à choisir entre du poulet lavé au chlore, ça sera marqué sur l'étiquette, mais celui-là, il coûtera moins cher. Et l'autre qui coûtera plus cher, pour vous, pour moi, parce que nous avons les moyens de vivre, et pour les pauvres, comme d'habitude, le pire. Voilà un exemple, je pourrais vous en citer. Mais si on n'a pas le choix, est-ce qu'il ne faut pas être contraints, c'est-à-dire être allié des États-Unis face aux Chinois? Non, il vaut mieux être avec les Chinois en face des États-Unis. Ça me paraît plus raisonnable, parce qu'au moins les Chinois produisent quelque chose. Et il y aurait moyen d'avoir avec eux un protectionnisme solidaire. Je l'ai toujours dit. Et chaque fois, on m'a regardé avec un œil en coin en disant oui, vos amis communistes. Alors, question justement sur l'argent des Chinois. C'est pas un point de vue communiste. On a un exemple concret, Jean-Luc Mélenchon, de l'argent des Chinois. Thierry Borsat. À propos des Chinois, la Chine pourrait voler au secours de PSA, donc un grand constructeur automobile français, avec l'entrée au capital. La Chine ne vole au secours de personne. Avec l'entrée au capital. Ce sont des hommes d'affaires qui font des affaires, monsieur. Oubliez que quelqu'un vient de nous aider pour nos beaux yeux. En tout cas, il pourrait entrer au capital de PSA. En parallèle, l'État français investirait également. C'est quoi? C'est une espèce de nationalisation franco-chinoise. Ça s'appelle n'importe quoi. Pourquoi c'est n'importe quoi? Eh ben, écoutez, on a refusé. C'est de l'argent public, c'est un début de nationalisation. On a refusé de nationaliser la sidérurgie, n'est-ce pas? Qui est pourtant un secteur stratégique, avec des hauts et des bas, parce qu'il y a des ça, c'est stratégique aussi. Attendez. Ah oui, l'automobile, c'est stratégique? Ben non. Pourquoi il faut laisser tomber l'automobile française? Non. Attendez, vous voyez comme vous avez là, vous me rappelez stratégique l'automobile. Ah, bah, vous êtes exactement comme lui. François Hollande, je lui disais, je suis contre la théorie de l'origine, j'ai arrêté pour le désordre. Ça fait beaucoup pourquoi c'est pas une bonne idée. Vous ne connaissez que le noir et le blanc. Bien sûr que c'est très important d'avoir une industrie automobile. L'État est actionnaire dans Renault, n'est-ce pas, oui ou non? Oui, 15%. Oui, voilà. Donc l'État est actionnaire. Il a donc les moyens d'impulser une politique de l'automobile en France en vue de la conversion de ce mode de transport, parce que personne n'a envie de renoncer à son autonomie de transport. Nous avons donc besoin d'automobiles. Mais lesquelles? Voilà la question posée. Que fait PSA dans cette situation? Parce que vous avez tous la mémoire courte, mais pas moi. Il y a un an, ils ont déjà fait un plan de très gros plan social chez PSA. Ils ont viré 50% de leur personnel qui était dégagé. C'était dans la recherche-développement. Autrement dit, ils ont d'ores et déjà déménagé la matière grise qui permet la transformation de l'industrie automobile. Par conséquent, si l'État intervient dans PSA, ce que je peux parfaitement comprendre, il faudrait qu'ils disent pourquoi faire. C'est exactement la même situation qu'à Alcatel-Lucent, que les gens qui nous écoutent ne connaissent peut-être pas, mais c'est fondamental. C'est l'industrie de la téléphonie. Nous autres, les Français, nous sommes capables de poser des câbles sous-marins, par exemple. Eh bien, Alcatel-Lucent achète Lucent. Fait une erreur terrible, achète une boîte américaine Lucent, lesquels Lucent colonisent la boîte française, mettent des cadres partout et décident de dépouiller l'entreprise. Écoutez-moi bien, ils ont déposé à Goldman Sachs, la banque dont vous connaissez tous la philanthropie, 27 000 brevets français qui sont le résultat de notre travail national. En gage à Goldman Sachs en échange d'un emprunt. Pourquoi l'État n'a pas fait cet emprunt grâce à sa banque d'investissement? Il a laissé Goldman Sachs le faire. Goldman Sachs a fait nommer un directeur financier à la tête d'Alcatel-Lucent. Tout va être bazardé. Et après, vous voyez les mêmes revenir, la bouche en cœur, vous dire « Ah ben, nous allons intervenir dans PSA ». Pourquoi faire? On ne le saura pas. C'est une politique de gribouille. Quant aux Chinois, l'usine de PSA, il se trouve que je la connais. Je l'ai visitée, ça ne doit pas arriver souvent que vous ayez quelqu'un en face de vous comme ça. Celle qui est à Wuhan. Oui, je l'ai visitée. Donc je sais que PSA est installé là-bas. Je ne vais pas vous saouler avec la description de la Chine, mais il vous reste à savoir que chaque État chinois met des normes qui empêchent aux autres voitures d'entrer. Par exemple, à Shanghai, vous pouvez rouler qu'en Volkswagen. Et dans l'État de Wuhan, vous ne pouvez rouler qu'en PSA. Bon, c'est pour vous dire que l'affaire n'est pas réglée non plus pour PSA, simplement en s'exportant en Chine. Ce qui est sûr, c'est que ça valait la peine de discuter globalement avec les Chinois. Voilà pourquoi je parle de protectionnisme solidaire. L'État chinois a une politique industrielle nationale. Nous pourrions avoir avec eux une discussion globale. Au lieu de quoi, nous faisons du point par point. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une bonne chose que Renault soit avec Nissan? Est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée? Ou bien est-ce qu'à la fin, c'est pas en train de se transformer que Renault est vidé de son sang par Nissan? Est-ce que nous allons laisser tout partir comme ça pour la raison que nous avons des chefs qui n'ont aucune vision de l'intérêt général du pays? Parce que c'est ce que je dis. Ils ont une vision idéologique de l'économie. Ils se disent que seul le libre-échange est facteur de merveille. Ce n'est pas mon avis. Encore une question d'économie. Oui, les clubs de foot professionnels menacent de faire grève contre la taxe à 75%. Vous qui êtes de toutes les luttes, est-ce que vous irez manifester avec Ibrahimovic et les gros salaires de la Ligue? Non, madame, vous vous trompez, je ne suis pas de toutes les luttes. Par exemple, quand il y avait les manifestations de droite contre le mariage pour tous, eh bien, je n'étais pas dans leur manifestation. Donc, je ne suis pas de toutes les luttes. Je ne suis que des luttes de gauche. Et quand des gens cherchent à se soustraire à leur devoir,
par rapport à l'intérêt général, je ne suis pas avec eux. Je pense qu'ils font une erreur. Et s'ils veulent se mettre en grève, j'attends de le voir. Parce que je ne le crois pas. Cette taxe, déjà, vous savez que pour 2 ans, elle a été inventée en dépit du bon sens, uniquement pour me faire de l'ombre pendant la campagne électorale. Le chef de l'État lui-même ne sachant pas qui voulait taxer, puisque tout le monde a vu directement sur TF1, qui ne savait pas si c'était un revenu mensuel ou un revenu annuel qui comptait taxer. Ça n'a aucun sens de faire un système d'impôt qui, vous savez, est aujourd'hui moins dur qu'il l'était sous Chirac, hein, où la dernière tranche est à 45%, puis d'un coup vous avez une marche à monter à 75%, tout ça est absurde. Ce que j'avais proposé était beaucoup plus raisonnable. 14 tranches, on lissait l'effort et on n'écrabouillait pas la classe moyenne sous le poids de ce qu'il y a à faire pendant que certains continuent à se remplir les poches. On devrait en parler de ça. Il nous reste quelques minutes seulement, Jean-Luc justement pour Mélenchon. Parler du coût du capital dans notre pays, monsieur. Pour parler, c'était pas notre programme pour la dernière séquence, si vous voulez bien. Parce que c'est le plus grand problème qui se pose dans notre pays, c'est l'argent que nous coûte le capitalisme, qui a triplé son prélèvement sur l'économie française. La dernière séquence de cette émission, Jean-Luc Mélenchon. Laissez-moi juste vous dire un chiffre très rapidement, pour le plaisir. Alors, chaque année, le capital prend en dividende 120 milliards de plus qu'il ne prenait en 1982. Ce qui signifie qu'avec cette somme, juste pour vous donner un ordre d'idée, on pourrait payer à temps plein 4 millions de spincards. Voilà, le problème qui est posé à notre pays, c'est le coût du capital, pas le coût du travail. Voilà ce que je voulais vous dire en résumé pour PSA, pour l'accord avec les Chinois et pour tout le reste. Merci, droit au but, c'est la dernière séquence de cette émission série Jean-Luc Mélenchon de questions-réponses rapides et, si possible, en tout cas sans langue de bois. C'est Roselyne Fèvre qui vous pose la première. Des questions sans langue de bois et pas tordues. Oui, non, mais il y a une chose de bien qu'ait fait François Hollande, d'après vous. Si j'y réfléchissais, je finirais par trouver, depuis qu'il est président de la République. Oui, c'est possible, oui. Il n'a pas gâché l'affaire du mariage pour tous. Ça a failli, mais au dernier moment, quelqu'un l'a rattrapé dans le dos et il n'a pas pu. Il était parti dans une histoire incroyable, vous vous souvenez? Oui, on se disait que ça dépendait des Deuxième question, Thierry Borsat. Vous avez, paraît-il, 12 000 livres chez vous. Lequel emmèneriez-vous sur une île déserte? Ah non, ne faites pas ça, c'est l'horreur. Je sais pas, je les aime tous. Ne me demandez pas de répondre à ça, c'est trop... Si, quand même, je vais en prendre un, tiens. Vendredi ou les Limbes du Pacifique de Michel Tournier, mais dans la version intégrale. Hein. Et j'invite mes auditeurs à le lire, surtout si ce sont des hommes. Vous aviez dit l'an dernier dans Gala, Jean-Luc Mélenchon, que vous rêviez d'écrire un roman d'amour. Est-ce que vous avez commencé? Est-ce que vous avez le titre? Non, je n'ai rien commencé. Pourtant, c'est la chose la plus importante que je ferai dans ma vie, c'est d'écrire un roman d'amour. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, parce que c'est une énigme tellement grande que de voir un être se transformer sous l'effet d'un sentiment qui est entièrement voué à un autre, que ça me passionne. Très rapidement, Roselyne. La colère en politique, est-ce que c'est un moteur ou c'est un frein? Écoutez, c'est les deux. C'est un moteur pour moi, parce que la capacité d'indignation, l'insurrection morale permanente, je la recommande comme une méthode philosophique de construction de soi. Après, évidemment, il y a des inconvénients à ça. Le risque de mordre le trait, des fois de paraître excessif. Mais je me dis une chose que j'ai tirée de la parole d'un résistant. On peut faire plein d'erreurs dans la vie, mais on ne se trompe jamais quand on choisit le camp des pauvres. Dernière question, Thierry Borsat. Mon père a été condamné il y a quelques jours pour avoir donné une fessée à son enfant. Est-ce que vous avez donné des fessées à vos enfants? Je ne me rappelle pas, mais je ne crois pas, non, je ne crois pas. Mais je crois que cet homme le regrette, tout ça a fait beaucoup de bruit, mais si ça permet à chacun de réfléchir sur ce que doit être la méthode d'éducation, c'est bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que ça vaut la peine de réfléchir, mais pas en censeur, pas en donneur de leçons, s'interroger sur soi-même, comment on s'y prend pour convaincre ses enfants de bien agir et de pas mal agir. Ça peut pas être que la peur, il doit y avoir une part de conviction, mais des fois, écoutez, bon, je dis pas il faut donner une fessée parce que toutes les brutalités seraient permises. Bon, merci, c'est la fin, je suis désolé, merci. Mais j'ai été professeur et père de famille et maintenant grand-père, donc il faut quand même que j'ai une idée sur l'éducation. Merci Jean-Luc Mélenchon, merci d'avoir accepté notre invitation.